Salut, c'est Marlon. Ouais, je sais, vous m'excuserez, j'ai plus vraiment l'esprit des fêtes maintenant. Pas avec la montagne de travail qui m'attend. D'autant que je viens de recevoir un coup de fil, une affaire urgente. J'ai pas l'habitude d'accueillir en pleine nuit, mais mon client n'a pas d'autre disponibilité. Donc, on va faire une exception pour cette fois. En plus, je suis pas vraiment en mesure de refuser du boulot. Allons bon. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir encore? Oh, 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 oh. C'est bien ici qu'on résout des enquêtes. Ah d'accord. C'était pas une blague quand vous avez appelé pour prendre rendez-vous tout à l'heure. J'ai l'air d'être le genre de type qui plaisante, fiston. Vu que vous puez encore plus l'alcool que moi un vendredi soir, je dois dire que j'hésite encore sur ma réponse. Mais bon, installez-vous et racontez-moi vos misères. Oh bah c'est toujours la même chose. Noël approche. La messagerie déborde de gosses surexcités. Mes lutins tombent plus vite en dépression qu'un employé de chez Amazon. Et avec la saison, la mère Noël elle chope des morpions de la taille des boules dans le sapin. Encore, tout ça c'est sans parler des bombes, à fabriquer pour tous ces cons de djihadistes. Wow, calmez-vous mon vieux, je suis pas psychiatre. Je parle business, moi. Ah ouais, je me suis un peu emporté. C'est juste que je sens le burn-out arriver, et j'ai tendance à craquer. Désolé. Allez, va. Laissez-moi vous servir un petit verre. Ça va vous requinquer. Ah, bonne idée ça. Et sois pas radin sur la dose, hein. J'aime pas les virgules dans mon taux d'alcoolémie. Allez maintenant, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Mais tu vois, en cette période, la télé dégueule de dessins animés, tous plus niais les uns que les autres. Oh, je supporte plus tous ces conneries sentimentales. Comme si je devais pas m'en coltiner assez comme ça chaque année. En plus, avec leurs conneries de pub pour des chocolats entre deux, j'ai tendance à prendre du poids. Et en quoi ça me concerne? J'ai bien. J'ai vu votre chronique sur les lapins. C'était pas mal. Et je me dis que ça a dû traumatiser plus d'un gamin. Moi, ça me détend. Laissez-moi deviner, vous êtes en recherche de pépites du même genre. De la péloche sombre et violente. Exactement. J'en peux plus d'Astérix et les Bretons. Je dis ça, je dis rien. Mais j'imagine que plus d'un chien a dû vous commander un Disney sous le sapin, non? Ouais, et j'en ai déjà plein le cul d'avance. Ce serait dommage que vous confondiez avec un des films auxquels je pense. Après tout, une erreur est si vite arrivée. Autant vous dire qu'il vous emmerderait plus l'année suivante. Oh, mais c'est diabolique ça. Je vais voir ce que je peux vous dénicher. Laissez-moi donc votre numéro. Ces connards me le changent plusieurs fois par an. Tenez, celui-là devrait être le bon. Bon, sur ce, je décare. Tiens, avant d'y aller, t'aurais pas moyen de me remplir la flasque? Vous avez pas peur d'être trop sous pour conduire? C'est pas pour moi, c'est pour mes reines. Quand je conduis bourré, ça les déséquilibre. Du coup, je les fais picoler pour contrebalancer. Audacieux. Eh ben bon courage. C'est ça. Et joyeux Noël. Oh oh. Vous connaissez cette sensation unique? Celle qui vous désarçonne autant qu'elle vous happe. Ce sentiment pris au dépourvu. Quand vous a priori de départ sur une œuvre se voit confronté à un attachement et un investissement de votre part que vous n'auriez pas soupçonné. Cet instant où vous percevez qu'un film marque votre rétine, qu'une phrase s'imprime dans votre tête, qu'un souvenir se marque au fer chaud, tout ça à votre insu, mais pour le meilleur. Et ce moment, je trouve qu'il nous attrape tout particulièrement dans les films d'animation. Peut-être parce qu'on n'échappe pas à nos clichés, et que les films d'animation, notamment en Occident, on a tendance à les associer automatiquement avec la jeunesse. Ainsi, on baisse notre défense sans le savoir, et on se retrouve d'autant plus vulnérable pour prendre un coup de pied au cul. D'autant que le cinéma d'animation
permet de s'affranchir de certaines limites, de jouer avec les déformations, avec l'image, de personnifier ses personnages. Une scène de baston dans un film d'animation, ce sera jamais filmé et chorégraphié de la même manière que dans un film traditionnel. Un impact en live n'est pas le même qu'en dessin, et inversement. De même que vous pourrez disposer des meilleurs effets spéciaux possibles, si vous tentez de faire de l'animation en live, vous perdez forcément quelque chose en route. Quand bien même je reste incapable de poser des mots dessus. Peut-être tout simplement les imperfections. Car les imperfections, c'est important. C'est comme ça que j'essayais de me justifier auprès de ma femme à chaque fois que je faisais une connerie. Hélas, l'effet s'estompe avec le temps. Faut dire que la fois où j'ai pissé dans le frigo parce que j'étais bourré, c'était peut-être un peu léger comme défense. Un exemple très personnel, mais la violence, lorsqu'elle est dessinée, dégage une aura bien spécifique. Prenons 4 films iconiques de leur genre respectif. Un slasher, un actionneur, un splatter movie bien crade, et un film de body horror. Leur violence peut être crue, réaliste, cartoonesque ou même grotesque. Elle peut vous désarçonner, vous repousser. Mais elle reste dans les limites de votre imagination. Aussi grotesque soit-elle, elle reste une violence attendue et à laquelle vous êtes préparé. Dans l'animation, au contraire, si elle peut prendre toutes les formes précédentes, c'est là qu'elle a le potentiel de réellement vous surprendre et vous marquer. Et ce, car elle n'obéit plus aux règles que votre cerveau est délimité. Et que, par conséquent, tout peut arriver. Je sais pas dans quelle mesure ce que je cherche à faire passer comme sentiment reste nébuleux. Je suis pas analyste ou théoricien, juste un alcoolique derrière un bureau. Et je souhaite ça à personne. Quoi qu'il en soit, on est ici pour dénicher des perles pour mon client. Gare à vos yeux, car on risque de s'enfoncer dans les profondeurs des films d'animation sombres et adultes. Après je dis ça, j'ai pas encore à tremper ma pelle. Il s'agirait de savoir par où commencer. J'ai peut-être une idée. Vous vous souvenez de notre histoire de lapin ? J'avais mentionné un film d'animation dans le même genre au détour d'un verre, The Plague Dogs. Il est peut-être temps d'y jeter un œil ensemble. Bon, déjà avec un nom pareil, Les Chiens de la Peste, ça respire pas l'ambiance d'un feu de cheminée chez mamie. Il s'agit de l'adaptation du roman de Richard Adams du même nom. Et s'il est sorti en 1982 chez La Perfide Albion, au pays du Pinard, on n'y aura le droit qu'en 2015. Parce qu'étonnamment, à l'idée d'une histoire de chien porteur de peste qui s'échappe d'un laboratoire pratiquant la vivisection, les distributeurs français vont chier dans leur froc. Le film est réalisé par Martin Rosen, qui se trouve être le même Lascar derrière le Watership Down de 1978. Comme quoi le bout gravait de l'amour pour l'auteur. Ou alors, il aimait simplement traumatiser les gosses. Parce qu'encore une fois, un film d'animation avec des animaux, c'est l'occasion d'emmener les gamins et de sortir belle maman. Heureusement ici, on n'est pas du genre sentimental. C'est pas cet ersatz d'hostel canin qui va nous effrayer. Lançons-nous. Ok. J'ai peut-être un chouïa sous-estimé l'impact du bousin. C'est encore plus triste qu'un Auvergnat au chômage. Et ça a été réalisé vraisemblablement avec encore moins d'argent. Pour autant, c'est riche. On retrouve le style de Watership Down. Les animaux adoptent des comportements réalistes, et chaque personnage dispose d'un traitement approfondi. Vous vous souvenez un peu de Richard Adams ? On avait vu qu'il s'agissait d'un défenseur des animaux. Lorsqu'il a écrit The Plague Dogs, c'est avec l'intention de dénoncer les conditions et expérimentations des laboratoires sur les animaux. Car, si aujourd'hui c'est davantage contrôlé... Enfin pas tant que ça, on peut toujours compter sur l'humain pour faire des saloperies. Mais imaginez le merdier dans les années 70, c'était la foire du slip, façon Guinea Pig. Déjà, la vivisection, c'est pas super Charlie. Mais ajouter à une habitude des médias à exagérer des faits pour plus de sensationnalisme, un livre pour sensibiliser l'opinion publique n'était pas de trop. Recentrons-nous sur l'histoire. De quoi que ça parle ? 2 chiens parviennent à s'échapper d'un laboratoire pratiquant des saloperies. Dehors, ils font la rencontre d'un renard qui les aidera à survivre dans la nature. Mais du côté des humains, des moutons sont retrouvés morts dans les montagnes. Et la rumeur se répand comme quoi ces chiens pourraient être porteurs de la peste. Vous la sentez arriver, la dépression, avec un pitch pareil ? Soyez prévenus par contre. Il faut avoir l'estomac bien accroché. Non pas que ce soit très graphique, mais ça reste impactant. Et croyez-moi que les lapins ne respirent pas autant le bien-être que par le passé. Non, regarde pas Boris, je veux pas que tu vois ça. C'est une première bonne pioche. Pas sûr que la suite soit aussi productive. Après, vous seriez tenté de me dire,
Marlon, t'es un pignouf. Pourquoi tu fouilles pas directement du côté de l'animation japonaise? Le vivier est productif en la matière. Et ces deux affirmations sont vraies. Alors déjà, de une, allez vous faire cuire un dromadaire, et de deux, la politique de la maison, c'est quand même de se compliquer la vie inutilement. D'autant qu'avec les années, on commence à les connaître nos japonais, on a appris à se méfier. Moins de chances d'être pris au dépourvu, vous ne croyez pas? Toutefois, j'en viens à me demander pourquoi au pays du soleil mouillé, on est plus prompt à dessiner pour les adultes. Alors, je vous entends bien, aujourd'hui la roue tourne, et le cinéma d'animation occidental n'est plus aussi limité aux cases qu'on souhaite lui attribuer. Mais ça reste rare. Et comme je vous sens réceptif, on va se permettre au moins de creuser le pourquoi du comment. En surface, cela dit, c'est pas le sujet. Mais il faut comprendre que depuis les années 30, en Occident, le modèle des films d'animation est presque intégralement dominé par Disney. C'est eux qui donnent le ton, et sans surprise, ils constituent une des principales raisons derrière laquelle on associe le cinéma d'animation aux enfants. A contrario, au Japon, l'influence principale est Osamu Tezuka, le créateur d'Astro Boy, entre autres. Or, le bougre est vachement moins décomplexé, et n'hésite pas à aborder des thèmes plus sombres et adultes. Dès les années 50, le genre du Gekiga, manga pour adultes, est créé, et l'on voit fleurir des œuvres comme Lost World ou Metropolis. Non, pas celui-là, bien que ce soit en effet une inspiration, chacune abordant des sujets politiques, sociaux ou philosophiques. Et si jusqu'à la fin des années 60, l'animation reste un médium réservé aux enfants, à partir des années 70, Tezuka produit 3 films d'animation, regroupés sous l'appellation Animerama, contraction d'animé et de drama, tous 3 réalisés par Eiichi Yamamoto. Qu'a des ratés. L'animation pour adultes était née. Mais il y a un autre facteur important en Occident. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler du code Hays. À partir des années 30, les États-Unis instaurent le code Hays, dans le but de réguler ce qui est montrable à l'écran. Un ensemble d'articles très puritains, pas de sexe, pas de baiser. Do not stimulate the lower and baser element. Je vous laisse interpréter à votre sauce. À votre sauce? Là où c'est intéressant, c'est que vous connaissez les humains. Interdisez-leur un truc, et ils s'empresseront de trouver une combine pour le faire. Donc, dans la théorie, pas de sexe, pas d'alcool et un respect de la moralité américaine. Dans la pratique, les réalisateurs regorgent d'imagination pour aborder tous ces sujets implicitement. Mais l'Europe alors, cela concernait pas le code Hays. Oui, mais non. Il y a bien quelques films indépendants, mais l'Europe, elle imite globalement le modèle Disney, parce que ça rapporte, tout simplement. Et j'imagine que je ne surprendrai personne en disant que, étonnamment, en URSS, c'est pas fou non plus niveau animation pour adultes. Ce n'est qu'à la fin du code Hays, en 1968, que l'on va voir arriver le premier film d'animation explicitement pour adultes, Fritz the Cat, réalisé par Ralph Bakshi. Là par contre, on tient quelque chose avec cette arsouille. Car le bougre, son projet, c'est de créer un cinéma d'animation mature. Il commence comme polisseur de cellulose. Polisseur de cellulose? Ah bah ça a l'air passionnant comme métier. On dirait le nom d'un obscur film porno italien qu'on aurait trouvé au fin fond d'un carton dans une brocante. Le polisseur de cellulose. Pour revenir à Fritz the Cat, on est sur de la grosse satire de la société ricaine. Au programme, de la violence, de la politique, du racisme, et pas mal de détours en dessous de la ceinture. Après, si vous avez toujours rêvé d'entendre Astérix draguer des souris, vous allez prendre votre pied. Oui, vous pouvez m'aider, vous pouvez me sauver. Ah oui, sauvez-moi et en me sauvant, vous vous sauverez vous-même. Ensuite, l'Inarrêtable va réaliser 8 films d'animation, visant un public adulte, notamment Le Seigneur des Anneaux. Sa filmographie est une vraie caverne d'Ali Baba, donc n'hésitez pas à y jeter un œil pour les curieux, tout en sachant ce qui vous attend. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, pour une raison très simple. Bakshi était un grand amateur de rotoscopie, une technique d'animation consistant à filmer un acteur puis redessiner par-dessus. Or nous, dans les films qu'on cherche, on veut des couilles de chien dessinées à la dure, pas décalquées. Idem, on va exclure les films de type heavy metal, parce qu'on veut vraiment pas passer une bonne journée aujourd'hui. Et vous savez sur qui on peut compter quand on cherche à passer une mauvaise journée? Les nazis. Non attendez, c'est pas ça le texte. Edgar Allan Poe. Oh, c'est pas de peau, hein. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ah, c'est moi, j'ai oublié mes clés de traîneau.
Dites, tant que je vous ai, pourquoi vous délivrez pas vos cadeaux à des gosses vraiment dans la merde? Je sais pas moi, au Zimbabwe par exemple. Et t'es con ou quoi? Ils ont pas de cheminée. Extraordinary Tales donc. Une anthologie de 5 courts-métrages, adaptant l'univers de Poe. Bon, déjà, il y a du beau monde. Bela Lugosi, Guillermo del Toro, Christopher Lee, mais surtout, une musique composée par Sergio de la Puante. Chaque court-métrage adopte un style qui lui est propre. À titre purement personnel, j'aime beaucoup le premier chapitre, relatant la chute de la maison Usher, avec sa 3D camouflée en animation 2D, son grain particulier et son ambiance gothique. Toutefois, je trouve parfois que la narration en voix off est de trop, car elle ne permet pas de profiter de l'ambiance. À aucun moment le métrage ne se pose réellement. Et c'est d'autant plus rédhibitoire que certains segments se racontent tout aussi bien par l'image. Donc là, si je comprends bien, ce que t'es en train de me baver, c'est que Poe, bon, ce serait bien qu'il ferme sa gueule par moment. Vous avez pas des courses à faire sur AliExpress, vous, par hasard? Après, le dernier segment, le masque de la mort rouge, échappe à cette critique, puisqu'il est presque entièrement muet, le tout baignant dans une ambiance de Sodome et Gomorre. Et ça parle de quoi, du coup? Alors en fait, c'est des gens qui font la fête, puis il y a la mort qui arrive et qui les tue. Ah, c'est génial, ça. Des morts, et du coup, les gamins vont adorer. Et du coup, c'est quoi la morale? Qu'on meurt tous un jour? Ah bah super, le détective. Vous me coûtez combien, déjà? Mais j'en sais rien, moi, je suis pas étudiant en art du spectacle, là. Y a pas d'explication officielle. Résultat, chacun fait sa tambouille maison. Entre ceux qui pensent que la mort est un alien, un voyageur temporel, ou carrément l'incarnation de la pendule dans la maison, faites votre choix. Tenez, moi je pense que la mort représente l'augmentation du prix de l'essence. C'est bon, on peut poursuivre. Le film est court, il ne dure que 1h10, donc ce sera clairement pas une perte de temps que d'y jeter un œil de votre côté. Qui plus est si vous n'êtes pas familier avec l'univers d'Edgar Allan Poe. Ça peut constituer une porte d'entrée plutôt facile. Sinon, je n'ai aucune raison particulière de m'attarder davantage dessus. D'autant que la trouvaille me paraît un peu hors contexte. Passons à la suite. J'ai bien envie de retrouver une péloche animalière. Ça dégage toujours une aura particulière. Voyons ce qu'on peut dénicher. L'île aux chiens? Incroyable, mais c'est du stop motion. On fait l'impasse. Du secret de Nîmes. Ah, trop connu. Tiens, La ferme des animaux est une première adaptation en 1954. J'ai jamais lu le bestiau, mais vu la réputation qu'il se trinque-balle, y a moyen qu'on y trouve notre compte. Un bref rappel. Pour ceux qui ne connaissent pas, La ferme des animaux est une fable politique, écrite par George Orwell, et visant à dénoncer les dérives du totalitarisme, notamment ceux cher Staline, représentés par des cochons, mais également celle du capitalisme, représentée par les humains. Dans une ferme, les animaux, menés par les cochons, vont se révolter contre les humains, pour mettre en place une société égalitaire, où tous se vaudraient. Spoiler, ça tourne mal. Le film, lui, date de 1954, et a la particularité d'avoir été financé par la CIA, dans le cadre de l'opération Mockingbird, un vaste programme de propagande anticommuniste qui s'est exporté jusqu'en Europe. Ah, l'opération Mockingbird. Eh ben, ça me rajeunit pas. C'est à cette période que j'ai commencé à bosser avec Coca-Cola, et à prendre du poids aussi. C'était le bon temps. Je demande pardon? Eh oui, les Russes pouvaient pas me blairer. Résultat, ils sous-traitaient auprès de la concurrence. Ted Moros qui s'appelait. C'est génial parce qu'à la base, c'est un sorcier qui congelait et kidnappait les gosses afin de demander une rançon aux parents. Ah, c'est russe. Tiens, remets-moi une goutte tant que je suis là. C'est bon? Je peux reprendre? Bon, le truc, c'est que si l'histoire de Orwell pour eux, c'est du pain béni, la critique anticapitaliste, étonnamment, ils étaient moins fans à la CIA. Donc tout cet aspect s'est vu amputé du métrage. Le film, quant à lui, a la particularité d'utiliser le... Je disais, d'utiliser
la particularité d'utiliser ce qu'on appelle le Mickey Mousing. En gros, ça consiste tout bêtement à calquer la musique sur le visuel. Elle appuie l'image, ce qui était considéré comme une norme pour l'animation occidentale jusque dans les années 50. Comme Fantasia? Vous êtes réveillés, vous? T'as vu le bordel qu'ils font en même temps? Je le pensais aussi au début, sauf que Fantasia c'est l'opposé exact, puisque c'est l'image qui est calquée sur la musique. Pour revenir au film, bon, on sent le poids des années, et l'animation et le design gardent ce charme rétro qui me plaît beaucoup. Par contre, le sound design, oh c'est un chantier. Alors, l'adaptation reste destinée à un public d'enfants, donc le tout est moins graphique, et peut même paraître un poil cucu au début. Toutefois, ça va crescendo, et le ton est parfois très sombre, même implicitement. Ajoutez à ça une double lecture très politique, notamment durant la partie où Napoléon, l'équivalent de Staline, prend le pouvoir en bannissant Snowball, la représentation de Trotsky. Encore une fois, le film est très court. Ça peut valoir le coup d'y jeter un œil pour découvrir le travail d'Orwell. C'est pas mal. Mais bon, Coco, je t'ai pas demandé les aventures de Lénine au pays des bisounours. À un moment, je veux que ça tâche vraiment. Mais je suis détective, hein, pas le Père Noël justement. Je sors pas les films de mon cul. À un moment, il y a un travail de recherche pour aboutir au résultat. Comment tu sais pour... On a beaucoup parlé de films britanniques. Et Rosebeef semble extrêmement doué avec l'animation pour adultes. Ou juste plus dépressif. En même temps, tu verrais ce qu'ils mangent. Tu sourirais pas non plus. Mais qu'en est-il de la France? Ne pourrait-on pas y dénicher notre petit plaisir? Ne serait-ce que Mars Express, sorti en 2003. D'après Wikipédia, le truc a été un four en salle, puisqu'on parle de 8,5 millions de budget, pour 1,5 million de recettes. Bon, ça n'inclut pas la VO2, mais ça fait mal au cœur. Je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais je trouve que c'est important de soutenir ce genre de projet. Donc, même si j'ai pas prévu d'aborder le bousin, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. On a le cinéma qu'on réclame après tout. Après, en France, dès qu'on touche à l'animation, on a tendance à partir sur des directions artistiques assez funky. Prenez les films de René Laloux. L'esthétique est très pulp, surréaliste. C'est pas ma tasse de cognac, mais je vous glisse ça là. Reste que c'est un nouveau coup d'épée dans l'eau. Sinon, vous pouvez vous tourner vers un duo de réalisateurs, Feliccioli et Gagnol. Je vois qu'ils ont réalisé un film appelé Une vie de chat, un mélange d'animation et de polar, avec une esthétique de film noir, ainsi que des hommages à des classiques dissimulés ici et là. Certes, ça reste destiné aux marmots, mais ça n'hésite pas à brasser des thèmes plus sombres, comme le deuil. Du même vivier, Phantom Boy, lequel traite de maladies graves et des angoisses familiales, le tout dans une ambiance plus mélancolique. Je suis personnellement peu sensible au style minimaliste du studio, mais faut comprendre que c'est produit avec 3 bouts de ficelle. Bon, moi je me casse. J'en ai râlé Noisette de me taper des trucs de puceau. À un moment, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Unicorn Wars. Des gores, des oursons, des licornes, et... Je ne m'attarde pas davantage dessus, parce que, au-delà de son délire sanglant très fun, il n'y a pas de quoi marquer la rétine. Je l'avais déjà vu, et pourtant complètement oublié en commençant mon enquête. Allez, puisqu'on n'est plus à une digression près, en farfouillant comme le dernier des écureuils en quête d'une noisette, je suis tombé sur un court-métrage qui m'a bien plu. The Blackwater Gospel. Une ambiance crépusculaire de western horrifique. Une petite ville rongée par un étrange croque-mort psychopompe. C'est dispo sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous êtes curieux. Sinon, on peut toujours compter sur les Russes pour rendre les gosses dépressifs. Regardez-moi ça, on dirait un hérisson à Silent Hill. Ah c'est magnifique, hein, mais impossible de ne pas descendre une bouteille de vodka après visionnage. Reste qu'au bout de la ligne, je trouve rien d'aussi marquant que les chiens de la peste. J'ai peut-être mis la barre un peu haute dès le départ. Ah, tiens, encore un film avec un chat. C'est plutôt mignon, et bien animé. Oh, regardez-le le gros pépère, s'installer dans une nouvelle maison avec son maître. Ah, c'est clair, ça me ferait presque oublier que je hais les gosses. Ah, d'accord. Après, ils nous font peut-être une bambi. La suite va être plus tranquille.
Je vois. Tiens, resserre-moi un coup, vieux. Felidae, donc. Un film allemand sorti en 1994 et adapté du roman du même nom de l'illustre Akif Pelinci. Aucune idée de qui c'est, mais le bougre a écrit un best-seller puisque son ouvrage est publié dans 17 pays. L'histoire est celle de Francis, un arriviste du genre cynique qui emménage dans une nouvelle maison avec son maître, archéologue ainsi que romancier ses heures perdues. Sauf que le hic est conséquent. Des meurtres de chats ont lieu dans le quartier, terrorisant les félins locaux, lesquels semblent tous membres d'une étrange secte. Vous l'aurez compris, c'est extrêmement graphique. Ne posez vos yeux dessus qu'en connaissance de cause. Déjà, ce qui frappe, c'est l'originalité absolue de son concept. Cette enquête policière dans un univers de chats, cette ambiance de polar noir qui mélange horreur et philosophie. Je vais essayer de ne pas vous en dire davantage sur l'intrigue, mais les thèmes brassés sont larges. Les meurtres rituels, le génisme ou la religion, tout un cocktail qui va faire partir le métrage dans l'expérimental à certains moments. Et ce, en conservant une imagerie hautement dérangeante. À la manière de The Plague Dogs, le film aborde la violence sur les animaux, notamment leur statut de sujet de test. Mais à côté, il creuse deux manières d'aborder son enquête. La rationalité, incarnée par Francis, ou la religion, laquelle sert autant de refuge aux autres chats terrorisés que de piège. Car ici, l'espoir transfiguré à travers la figure d'un martyr finit par conduire à un extrémisme dangereux. Et puis, gardons les pieds sur terre. La galette a ses défauts. En fait, le principal est le même que pour l'adaptation de Watership Down. Entre le livre et le film, les coupes ont été importantes. Là, l'histoire va à 1000 à l'heure. L'aspect enquête est survolé. Et c'est pas forcément clair de comprendre tout ce qu'il se passe, tant il se passe de trucs en peu de temps. Ah, et aussi, y a du cul. Where have you come from? Who are you? Who am I? On est d'accord que là, il vient de la sauter avant de lui demander qui c'était. Bizarre. Pourtant, je pense pas que ça a été produit par la CIA cette fois-ci. C'est quoi le rapport? Parce qu'ils sont du genre à tirer avant de poser des questions. L'ambiance, par contre, c'est une autre histoire. C'est poisseux, anxiogène. Le tout porté par une animation petit soin. Excusez du peu. Sauf que, problème, le truc est introuvable par chez nous. Enfin, sauf si vous aimez vous faire mal aux couilles en déboursant 200 € pour un DVD. Sinon, il faudra vous rabattre sur un apport allemand. Bah c'est quoi ces conneries? Ça a l'air tout à fait féerique pourtant. Eh bien, il y a fort à parier que son aspect très niche ne joue pas en sa faveur pour le faire rééditer. Et le livre dont il est tiré? C'est pareil, le truc est presque introuvable. Je sais pas pourquoi. Un auteur doit pas être ravi après avoir écrit un best-seller. T'as regardé ce qu'il en pense? Eh mais c'est pas déconnant comme idée. Petite seconde. J'ai jeté un œil à sa page wiki. Alors il est pas super explicite, mais dans les grandes lignes il a dit « Dehors les Arabes ». Attends quoi? Ah, ok, je comprends mieux. Petite parenthèse sur Akif Pelinci, lequel a soulevé plus d'une polémique. Un homme charmant somme toute. C'est juste qu'il aime pas trop les homos, les femmes, les musulmans, les allemands. Le bougre avait pas l'air à une contradiction près. Attends, c'est pas possible. Il devait bien aimer quelque chose cet oiseau-là. En effet, les camps de concentration. Ah, la vois. Mais c'est plutôt atypique comme hobby. Du coup, je me sens un peu con. Enfin, j'imagine que ça explique pourquoi le truc est introuvable. Alors, à savoir qu'il est également crédité au film comme scénariste. Impossible de connaître son implication totale, mais maintenant que vous avez les infos, ça reste à vous de voir en fonction de votre sensibilité. Oula, ça fait beaucoup à digérer d'un coup tout ça. Presque cette enquête me paraît close désormais. Effectivement, gamin. Et je vais pas faire le difficile après tout ce que t'as remué. Combien je te dois? Une petite question avant. Noël 99, la VHS de Scream, c'était toi? Oh, coupable. Ah, je me souviens. La mère m'avait collé un de ses savons avant le boulot. Une histoire de slip sale, je crois. Oh, j'étais remonté. Des mois de cauchemar. Enfoiré. Allez, à ton tour de recevoir un cadeau. Je pense ça sur mon ardoise pour cette fois. Mais c'est qu'il y a un cœur derrière tout ce cynisme. Exagérons rien. Pas un mot à mes autres clients. Je tiens pas à couler la boutique. Motus et bouche cousue. Sur ce, le travail m'attend. Joyeux Noël.
Oh, 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 oh. Sacré larron, celui-là. Je suis pas sûr qu'il y ait une quelconque morale à retenir de tout ce merdier. Vous avez aimé cette enquête? J'espère, en tout cas. Si jamais vous souhaitez me faire plaisir pour les fêtes, un like, un commentaire, voire un partage, vous toucherez droit au but. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.